Le Cameroun a célébré il y a quelques jours la 47e édition de la fête de l'unité nationale. Le thème pour cette année 2019, unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Une unité, une diversité et un vivre ensemble tant prôné ces derniers temps par les pouvoirs publics dans un contexte de paix menacée dans certaines régions du Cameroun, notamment le nord-ouest et le sud-ouest. Dans cet environnement où certains Camerounais réclament à corps et à cri la partition du pays, peut-on aisément parler d'unité nationale? L'unité du Cameroun n'est-elle finalement pas mise à mal à un moment où l'on assiste à la montée des messages de haine et même de tribalisme dans les réseaux sociaux? Nous convoquerons enfin l'histoire dans cette émission pour comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Merci de regarder Parole d'Homme sur Canal 2 International. L'invité de ce soir, c'est Samuel Effoua Mbozo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je voudrais qu'ensemble, professeur, que nous fassions un peu votre portrait en quelques lignes seulement, pour être un tout petit peu concis. Vous êtes né le 18 juillet 1952 en Djantom, c'est un arrondissement de Saint-Mélima, département du Dja-et-Lobo, région du sud de Cameroun. Professeur titulaire, ça c'est pour le plan académique, professeur titulaire des universités, ancien doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l'université de Douala, enseignant, chercheur qui compte près d'une quinzaine d'ouvrages, ça il faut le dire, et une quinzaine d'articles dans les revues et journaux scientifiques. Sur le plan politique, vous êtes ancien député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à l'Assemblée nationale du Cameroun. C'était entre 1997 et 2002. Ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale de 1988 à 1992. Ancien secrétaire général adjoint du Parlement panafricain en Afrique du Sud. Et vous êtes consultant pour plusieurs institutions interparlementaires en Afrique et même dans le monde. Vous êtes surtout, et c'est cette casquette qui nous intéresse le plus ce soir, membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Je crois que c'est exact. Bien que ici ce soir, je n'intervienne pas pour le compte de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Je n'ai pas été mandaté pour ça. J'interviens en tant que citoyen camerounais qui peut donner son avis sur un certain nombre de problèmes que nous connaissons dans notre pays. Et surtout en tant qu'historien, et justement, l'histoire nous intéresse ce soir. Nous avons parlé de Saint-Mélima tout à l'heure, vous avez commis un ouvrage pour cette ville. Comment se porte Saint-Mélima, professeur? Je crois que Saint-Mélima se porte bien. Nous avons une municipalité qui marche assez bien. La ville est propre. Lors de mon dernier passage, j'ai vu qu'on a fait des parkings dans toute la ville. Je crois que Saint-Mélima reste, comme on l'a souvent dit, une belle petite ville. Merci. Merci, professeur. On va entrer dans le sujet. Je voudrais qu'on parle justement de l'unité nationale, la fête de l'unité nationale célébrée il y a quelques jours. Célébrer justement l'unité nationale du Cameroun, comme on l'a fait il y a quelques jours, je le disais, dans un contexte de quasi-guerre, on va dire ainsi, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. N'est-ce pas paradoxal, professeur Samuel Effoua Mbozo? D'abord, je voudrais dire que le mot guerre me semble assez fort. Disons crise. Alors. Voilà, je préfère celui-là dans la mesure où, vous savez, même dans une famille où les gens s'entendent, il arrive parfois que deux membres de cette famille se querellent. Peut-être pour des boutilles, peut-être pour des intérêts supérieurs, mais si le chef de famille tient à ce que l'ordre règne, il va imposer, n'est-ce pas, la voie à suivre et les querelles vont se taire et on va continuer à regarder, n'est-ce pas, vers l'avenir. Donc, c'est pour dire que la fête nationale, la 47e édition, moi, je l'ai vécu à Yaoundé, bien sûr, et j'ai trouvé qu'elle s'est très très bien déroulée. J'ai suivi à la télévision un peu partout dans le territoire, le triangle national, ce qui s'est passé. Dans l'ensemble, la fête s'est très bien déroulée, à l'exception évidemment de quelques escarmouches par-ci et par-là, mais je crois que
évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce que tout marche parfaitement bien. À l'exception, vous le disiez justement, de quelques localités dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun où des séparatistes ont tiré des coups de feu en l'air le jour de fête justement pour tenter de dissuader les citoyens de prendre part à la célébration de la fête de l'unité. C'est le contraire qui nous aurait surpris quand on a suivi un tant soit peu l'évolution, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans ces deux régions. Il est tout à fait normal, pour moi, selon moi évidemment, que le jour même de la fête, il continue, n'est-ce pas, d'essayer de faire peur aux populations en tirant des coups de feu. Mais cela n'a pas empêché que la majorité, n'est-ce pas, des unités administratives procèdent au défilé, comme on l'a vu à travers, n'est-ce pas, le triangle national. Nous reviendrons sur ces questions et surtout sur leurs revendications tout à l'heure. Et je le disais à l'entame de cette émission, professeur, la montée des discours de haine, la désignation du bouc émissaire, des affrontements intercommunautaires, des affrontements interethniques, le séparatisme, le favoritisme, voilà justement quelques fléaux dont nous faisons face aujourd'hui dans un tel environnement. Je vous repose peut-être la question de tout à l'heure, peut-on réellement parler d'unité? Vous savez, pour répondre à cette question, je dirais tout de suite que l'unité nationale est une quête permanente. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on dira le Cameroun est un pays uni. C'est une quête permanente, c'est un idéal. Vous rétorquerez peut-être que 47 ans après, on continue. Eh bien, ma foi, en tant qu'historien, 47 ans ne constitue absolument rien, n'est-ce pas, dans l'évolution d'un pays. On a l'habitude de dire que Rome ne s'est pas bâtie en un seul jour. C'est pour dire effectivement que lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de construire un pays, une nation, c'est une histoire de longue haleine. C'est une histoire d'éducation des masses, c'est une question de formation pour que chacun prenne conscience effectivement de la nécessité de vivre ensemble. Mais il arrivera, et sûrement, des moments de crise comme celui que nous vivons aujourd'hui. Mais pour moi, l'essentiel doit être sauf. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que nous sommes frères et sœurs d'une même nation, frères et sœurs d'un même pays, et quelles que soient les difficultés qui nous arrivent, quelles que soient les oppositions que nous avons, nous devons pouvoir nous asseoir sur une table, discuter et aplanir, n'est-ce pas, les malentendus, parce que pour la plupart, il me semble que souvent c'est des malentendus. Et je crois que cela étant bien organisé ici, il ne devrait pas y avoir. Mais je voudrais vous rassurer que même quand la paix existait dans ce pays, où on n'avait pas ce problème du Nord-Ouest, on avait des régions dans notre pays, et le nombre de mémorandums que vous avez recensés était là pour le prouver, où certains disaient qu'il y avait un mal-être dans leur milieu, et ils ont écrit, ils l'ont manifesté. C'est pour dire que même quand la paix est sauve, il restera toujours quelques conflits qui vont exister. Et c'est ça d'ailleurs qui fait le bien-être de la vie, parce que si c'était sinusoïdal, comme on dit, la vie serait plutôt difficile à vivre. C'est-à-dire, on serait fatigué de vivre la même chose chaque jour. Non, je n'encourage pas évidemment les crises, je n'encourage pas évidemment les conflits, mais l'expérience de la vie m'a prouvé qu'effectivement, que ce soit en famille, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un État, dans une nation, il y a toujours quelques moments de crise, il y a toujours quelques moments de position entre les points de vue des uns et des autres. Ce qui compte, c'est que l'essentiel soit sauf, et l'essentiel pour moi, c'est rester camerounais, c'est bâtir une nation où le bien-être, n'est-ce pas, de la grande majorité est le leitmotiv de tout le monde. Professeur, je vous propose de revenir justement, de repartir plutôt dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et mettons le doigt dans la plaie. Existe-t-il un problème anglophone au Cameroun? Alors, je ne voudrais pas revenir sur ce débat, mais nous sommes tout à fait conscients qu'il existe effectivement un problème aujourd'hui. Ce serait faire preuve, n'est-ce pas,
comment dirais-je, de cécité, de berluque, de penser qu'aujourd'hui, il n'existe pas de problème. Nous en avons des connaissances, nous perdons des compatriotes, les enfants ne vont pas à l'école, donc ce serait, ma foi, une erreur malhonnête de dire aujourd'hui qu'il n'existe pas un problème anglophone. Comment le définissez-vous, ce problème, professeur? Moi, je définis le problème comme étant le mal-être. Le mal-être, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons une situation où il y a une majorité et une minorité. Et sur le plan linguistique, il faut bien qu'on s'entende. Et la majorité francophone, si je peux me permettre cette expression, est arrivée à un moment à oublier, n'est-ce pas, les complaintes de la minorité anglophone. Je vous cite quelques exemples. Secret pour personne. Quand les anglophones, par exemple, s'adressaient à un service public dans la région francophone, ou même dans la région anglophone, mais où ils trouvaient un francophone, on leur faisait savoir qu'on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. C'est un secret pour personne. Vice-versa, on a vu des francophones dans la partie anglophone s'adresser à des anglophones en français. On leur a aussi dit, nous ne comprenons pas ce que vous dites. Donc, il y a eu également ce que j'appelle la dictature de la majorité francophone. Dans ce sens que, à un certain moment, on a eu comme l'impression que la majorité francophone devenait, j'allais dire, intolérante, pour ne pas dire arrogante, oubliant justement que les autres étaient là. J'ai personnellement parfois vécu ces cas-là, même au sein de l'université. Quand j'arrive à Douala, comme doyen, j'assiste pour la première fois à une manifestation officielle. On chante l'hymne national, et dès qu'on finit le refrain en français, on s'arrête. J'attire tout de suite l'attention de monsieur le recteur. Je dis, attention, monsieur le recteur, si on ne peut pas le chanter entièrement en anglais, au moins qu'on reprenne le refrain en anglais. Et le recteur m'a très bien suivi. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui à Douala. Donc, c'est pour dire effectivement qu'il y a eu à certains moments une espèce de dictature de la majorité, une espèce d'intolérance, une espèce d'arrogance de la part de la... Je vous fais grâce, n'est-ce pas, de tous les autres reproches. Nous n'occupons pas, n'est-ce pas, des ministères de souveraineté. Un certain nombre de ces choses ont été rectifiées, il me semble. Donc, ça veut dire effectivement qu'il y a eu au départ, quelque part, quelque chose qui a cloché et qui a fait que, à un moment, la minorité se dise trop, c'est trop. Et on posait donc clairement le problème, même s'il faut avouer que aujourd'hui, cette situation a été instrumentalisée, n'est-ce pas, par les politiques. Parce qu'au départ, nous avions des revendications corporatistes, auxquelles d'ailleurs le gouvernement a donné des suites, j'allais dire, favorables, mais évidemment les politiciens s'en sont accaparés et nous ont conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui, malheureusement. Je voudrais qu'on revienne sur une contribution de David Aboué-Matchoyi, que vous connaissez bien, ancien secrétaire général de la présidence de la République, ancien ministre également, et ancien collègue aujourd'hui à la commission, oui, ancien gouverneur dans les deux régions et du sud-ouest à l'époque, et aujourd'hui collègue à la commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, qui parle de ce problème en 6 facettes. Il parle d'abord de la critique de l'État centralisé. Ça nous a posé beaucoup de problèmes. Également, ça je peux le dire aussi. Tout à fait. Parce que vous savez, quand toutes les décisions sont prises au centre et que parfois ces décisions ne reflètent pas toujours ce que
à la périphérie on vit, il y a de fortes chances effectivement qu'il y ait à ce niveau-là quelques malentendus. Et qu'est-ce qui va expliquer, selon vous, Samuel Efouamvozo, que depuis 1996, justement, on en soit encore à parler de processus de décentralisation au Cameroun? Je voudrais, en ce qui concerne cet aspect, dire que 96-2019, ça fait combien d'années? On est à plus de 25 ans. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Vous savez, en France, on continue à parler des problèmes de la régionalisation. Ça prend du temps. Parce qu'effectivement, on dit souvent que l'habitude est une seconde nature. La plupart de nos administrateurs, la plupart de nos dirigeants ont été formés, n'est-ce pas, à l'école de la centralisation. Alors, la décentralisation, que les autochtones d'expression anglaise, eux, connaissent à travers l'indirect rule des Britanniques, peut prendre beaucoup de temps pour ceux qui n'ont été formés qu'à cette méthode de pouvoir centraliser. Et je vous dis, 25 ans, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut justement, c'est eux qui détiennent encore pour le moment le pouvoir de décision. Il faut les amener à comprendre effectivement que le monde évolue, le Cameroun évolue, les besoins des citoyens sont là. Ils estiment que trop de centralisation, n'est-ce pas, tue justement le bien-être des Camerounais. Et ils posent leurs exigences. Donc, je dis, ce qu'il faut saluer, de mon point de vue, c'est que le pouvoir décisionnel, bien que formé à l'école de la centralisation, en arrive aujourd'hui à accepter qu'on passe à un début de décentralisation. Et on l'observe depuis un certain temps, il y a des volets entiers, n'est-ce pas, du fonctionnement de notre pays qui sont revenus aux collectivités locales décentralisées. Donc, j'ai l'habitude de dire que le temps n'aime pas ce qu'on fait sans lui. Parce que lorsque vous avez passé justement 50, 60 ans à faire de la centralisation, vous n'allez pas demander que ces gens qui sont habitués à un système de gouvernance le changent en moins de 10 ans ou en moins de 20 ans, en moins de 50 ans, je dirais. Donc je crois qu'il faut espérer. L'essentiel, c'est qu'il y ait un début, et je crois que le début est là. De plus en plus, les pouvoirs sont laissés aux collectivités décentralisées. Avec la mise en marche prochaine des régions, nous aurons, n'est-ce pas, fini ce processus. Et je crois qu'à ce moment-là, on pourrait, après un certain temps, faire une évaluation. Mais pour le moment, allons au rythme de ceux qui ont le pouvoir de décision. Ce n'est pas facile, mais je constate, heureusement, qu'aujourd'hui, ceux-là sont disposés à rétrocéder, n'est-ce pas, aux collectivités locales décentralisées une portion de leur pouvoir. David Aboué-Madjoui parle également, vous l'avez évoqué tout à l'heure, du transfert des centres de décision de Yaoundé, loin des populations, de leurs problèmes, le non-respect des engagements relatifs à la prise en compte de manière équitable des cultures et traditions institutionnelles, juridiques, administratives héritées des anciennes puissances administratives. Également, et ce point m'intéresse, le non-respect des promesses solennelles faites pendant la campagne référendaire. Quelles étaient ces promesses, Samuel Efouamvozo? Quelle campagne référendaire? La campagne référendaire, il y en a eu deux. De 1996 non, la campagne référendaire de 61. Ah, de 61, c'est-à-dire au moment de la réunification. Tout à fait. Eh bien, là vous évoquez un problème très intéressant. Ça nous permet justement de revenir lorsqu'on voit sur l'histoire dans l'histoire. Les débats qui se sont déroulés entre les deux parties, on constate effectivement, comme je l'ai dit tantôt, que la partie anglophone, formée à la tradition justement de la décentralisation, il faut le dire, formée à la pratique de la décentralisation,
a posé un certain nombre de conditions. Par exemple, en ce qui concerne le président de la République, qui serait élu au scrutin direct universel pendant un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, que les collectivités locales décentralisées auront le pouvoir, n'est-ce pas, de gérer un certain nombre, un certain nombre de domaines de la gouvernance. Et effectivement, ça n'a pas été facile, puisqu'il fallait concilier les deux points de vue, où vous aviez d'un côté, comme je le disais tantôt, des gens habitués à la centralisation. Rappelez-vous, n'est-ce pas, la constitution de 58 de De Gaulle, lorsque la 4e République, étant essentiellement parlementaire, fait tomber des gouvernements à l'appel, et que De Gaulle, lorsqu'il est appelé pour venir sauver la patrie, fait une exigence qu'on lui donne la possibilité de mettre un terme à la toute-puissance du Parlement. C'est ce qu'il a fait. Et n'oubliez pas que la plupart de nos chefs d'État de première génération sont des anciens parlementaires à Paris. Et ils admirent, n'est-ce pas, ce général de Gaulle qui réussit donc à taire, n'est-ce pas, les penchants un peu parfois plus forts du Parlement, et ce qui crée un présidentialisme fort tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc, ce n'est pas facile. Ces gens formés donc à ça, avec des parents, avec des initiateurs comme De Gaulle, ce n'est pas facile. Mais je suis d'accord avec le collègue, effectivement, que le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que, malheureusement, cette extrême centralisation, n'est-ce pas, ne laisse pas toujours les retombées jusqu'au niveau de la base. Et lorsque la base n'a pas d'électricité, lorsque la base n'a pas d'eau, lorsque la base n'a pas de route, on a beau supporter, arrive toujours un moment où on se dit trop c'est trop, et les gens réclament ce qui leur est dû, c'est-à-dire le partage des ressources naturelles à la grande majorité de la population. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc c'est tout à fait normal pour ma part, effectivement, le débat qu'il y a eu en 1961, que ce soit à Fumban, en juillet 61, ou bien à Yaoundé, là on refait justement là voilà. L'histoire. En août 1961, avec la réunion tripartite entre le Nord, le Southern Cameroun, la République du Cameroun, et n'est-ce pas le représentant britannique. Donc, il y a eu un certain nombre de décisions, parce que beaucoup de gens disent qu'à Fumban, il y a eu des décisions qui ont été prises. L'historien que je suis et qui m'intéresse particulièrement à ce problème, je n'ai pas vu de décision concise que tel sera ceci, tel sera là. Par contre, à la conférence de Yaoundé d'août 1961, les choses ont été beaucoup plus claires. Le principe d'une république fédérale a déjà été acquise lors de la réunion de Fumban, mais à Yaoundé, on va dire, ok, la réunification sera effective à partir du 1er octobre 1961. Le président Amadou Ahidjo sera le président de la République fédérale. Le premier ministre John Kufoncha sera le vice-président de la République fédérale. On va reconnaître le statut des fonctionnaires du Cameroun britannique, maintenant qui vont être reversés dans le statut de la fonction publique de la République fédérale. On aura une assemblée fédérale, une assemblée nationale fédérale temporaire qui sera élue pour 50 postes, dont 40 pour le Cameroun, appelons-le maintenant comme ça, occidental, et 10 pour le Cameroun oriental. Et cela devra durer jusqu'à l'élaboration de la constitution définitive.
Voilà, moi, ce que j'ai pu lire dans les archives, ce qui existe. Maintenant, on me parle très souvent des non-dits. Peut-être qu'il y en a eu. Mais moi, je suis historien. Je me base essentiellement sur ce que je lis, même s'il faut que par la suite, j'interroge ceux qui ont vécu les moments. Mais on parle de... Qu'est-ce que c'est exactement passé du à président Ahidjo qui aurait floué justement les anglophones? Je pense qu'il faudrait qu'on fasse très attention. Il faudrait qu'on fasse très attention. Parce que je ne me représente pas une délégation comme celle que le Premier ministre Foncha a conduite, forte de 25 membres, en face d'une délégation de 12 membres du côté de M. Ahidjo, et que les 25 membres se soient laissés flouer par le président Amadou Ahidjo. Je trouve ça, comment dirais-je, invraisemblable. Je crois que, en ce qui concerne la Constitution, elle a été examinée et finalement, le Parlement, par exemple, du côté britannique, a eu à examiner. Le Parlement du côté français l'examinera même un peu tard, mais il va le faire. Donc, l'historien que je suis prudent lorsque les gens parlent de Foncha qui aurait été floué par Amadou Ahidjo, parce que je n'ai pas de preuves. Qui serait justement à l'origine de ce qu'on vit aujourd'hui, de ces revendications portées par nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Prétendons, c'est possible. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non, mais je vous ai bien dit que lorsqu'on va à une négociation, chacun monte les enchères. Mais lorsqu'il écoute le vis-à-vis, et s'il trouve que le vis-à-vis a des arguments pertinents, il peut réduire ses enchères. Et on arrive donc à un compromis, à un modus vivendi, et on avance. Parce que si chacun reste campé sur ses positions, à quoi servent, n'est-ce pas, les dialogues? Les nombreuses réunions entre Amadou Ahidjo et Foncha avant Fumban et Yaoundé, les nombreuses réunions de la conférence des anglophones, les nombreuses réunions. Je crois qu'au cours de ces conférences, c'est vrai, l'unanimité n'était toujours pas de mise, mais il y avait un certain nombre d'accords qui ont été pris sur l'essentiel, n'est-ce pas, de la réunification. Et il était question de créer une fédération. Le Cameroun indépendant ne l'était pas. Ils l'ont accepté. Il était question, n'est-ce pas, que nos frères soient reversés dans la fonction publique camerounaise. Je ne peux pas vous dire à qui ça a profité, mais ça a profité sûrement à beaucoup de gens. Si on considère par exemple qu'on n'avait qu'un seul parlement au Cameroun francophone, on n'avait qu'une assemblée nationale élue en avril 1960, il a fallu maintenant accepter que cette assemblée nationale soit transformée en assemblée législative. Donc, les concessions, il y en a eu de part et d'autre. Qui a floué l'autre? Je ne sais pas. C'est possible que certains fondent aujourd'hui les revendications qui sont les leurs sur les prétendus accords qu'il y aurait eu, les prétendus accords secrets. J'ai même vu un collègue, grand professeur, qui a parlé d'accords secrets. Mais moi, je ne peux pas parler d'accords secrets tant que je ne vois pas, je n'ai pas la preuve qu'il y a eu un accord secret. Donc voilà autant de choses qui m'amènent à dire qu'effectivement, en ce qui concerne notre réunion, il faut reconnaître, j'avais un professeur en 3e année d'histoire qui nous disait, en histoire, on ne dit pas il semble, il paraît. L'historien doit se poser la question, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un fait qu'à Fumban, 2 délégations se sont réunies, une délégation du Southern Cameroun et une délégation de la République du Cameroun, et ont convenu, n'est-ce pas, de cheminer ensemble en créant une république fédérale.
Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, tout n'était peut-être pas parfait. Est-ce que c'est les conséquences de cela que nous vivons aujourd'hui? C'est possible. À ce moment, je dis aux gens d'aujourd'hui, faites comme les autres. Asseyez-vous et parlez et trouvez un accord. Et on avance. Et justement, dans la perspective de trouver un accord, professeur Samuel Efouambozo, le président de la République a mis sur pied la commission dans laquelle vous siégez aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. C'est un organe chargé d'œuvrer à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun dans l'objectif de maintenir la paix, consolider l'unité nationale du pays et renforcer la volonté et la pratique quotidienne du vivre ensemble de ces populations. Cette commission a été créée, on se souvient, le 23 janvier 2017 au fort de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et je vous pose la question d'emblée, une seule commission suffit-elle pour régler la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? Bon, avant de répondre, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit au début, à savoir que je ne parle pas ici en tant que représentant de la commission, je parle ici en tant que citoyen camerounais. Je ne sais pas si vous avez suivi le discours du chef de l'État du 31 décembre 2016, à la suite, n'est-ce pas, des 2 mois de revendications corporatistes qu'il y a eu des enseignants et des avocats depuis octobre 2016, où le président Fondé disait qu'il va créer une commission qui s'occupera de ce problème. Et aussitôt dit, aussitôt fait, en janvier, comme vous l'avez si bien rappelé, le 23 janvier, la commission est créée avec les missions que vous avez bien voulu également rappeler. C'est-à-dire, puisqu'il s'agit, dans un premier temps, les gens pensaient d'un problème linguistique, ok, on va donc promouvoir le bilinguisme. Parce que, entre autres revendications, l'anglais disait... la traduction de certains textes. Exactement. Il y avait des textes qui n'étaient pas traduits, mais c'est principalement l'Anwada. Donc, et pour favoriser le brassage et le vivre ensemble, peut-être faut-il aussi revenir sur nos traditions. Et c'est pour ça qu'il parlait du multiculturalisme. Parce que beaucoup de gens oublient qu'au Cameroun, certes, le français et l'anglais sont des langues officielles, d'égale valeur, ajoute la Constitution de 1996. Mais au Cameroun, nous avons aussi nos propres langues. Et notre constitution, notre loi fondamentale est très claire. Dès l'entame du préambule de notre constitution, la première phrase c'est laquelle? Fiers de notre diversité culturelle. Le peuple camerounais qui entend bâtir une nation va faire ceci, va ça. Et la même constitution prévoit la promotion de nos langues et de nos cultures nationales. Donc, en même temps, il faut promouvoir, parce qu'il n'est pas interdit de promouvoir le multiculturalisme, n'est-ce pas, dans des langues étrangères. En même temps, il faut promouvoir donc ces 2 langues étrangères, mais en même temps, il faut prévoir nos langues nationales. Et la commission nationale qui a été créée parce qu'il y a eu effectivement ce problème anglophone qui a démarré, s'est donné donc pour objectif. Quand vous lisez la suite, on dit dans l'optique. Donc le bilinguisme et le multiculturalisme ne sont que des moyens pour consolider la paix, l'unité nationale et promouvoir le vivre ensemble. Voilà les vrais objectifs. C'est ça les vrais objectifs. Mais à travers le bilinguisme et le multiculturalisme. L'un des objectifs, justement, Samuel Efouambozo, est justement le fait que le président de la République peut vous déléguer des pouvoirs de médiation. Est-ce que vous ne pensez pas, vous,
citoyen camerounais, peut-être membre de la commission, que ça aurait été le premier objectif, justement dédié à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme? Je ne pense pas trahir un secret pour vous dire que nous-mêmes, dès la première session, nous avons été quelque peu dérangés, puisque le problème anglophone prenait de plus en plus d'ampleur. Et on s'est posé dans la question, c'est bien le bilinguisme, c'est bien le multiculturalisme, mais comme il y a ce problème, et nous référant au discours du chef de l'État du 31 décembre 2016, nous avons, comme le texte qui était en vigueur prévoyait les cas de médiation, mais sur autorisation du président de la République. La première chose que nous avons faite, c'était ça. Monsieur le Président, autorisez à user de médiation. Est-ce que vous avez obtenu l'accord du chef de l'État jusqu'ici? Je préfère ne pas en parler parce qu'effectivement, oui, lorsque j'en juge par les nombreuses interpellations du chef de l'État, chaque fois lorsqu'il s'adresse à la nation, il ne manque pas de dire que la Commission nationale est là pour régler un certain nombre de problèmes liés à la crise anglophone. Et étant donné que nous sommes un organe consultatif, étant donné que nous ne faisons que des propositions au chef de l'État, nous avons initié donc des missions d'écoute dans les deux régions où il était question d'entendre les gens parler à cœur ouvert. Et nous, notre devoir était seulement de prendre note de ce que nous avons fait et nous avons envoyé un rapport au chef de l'État concernant ce que nous avons entendu, ce que nous avons écouté. Et je dois vous dire que le chef de l'État n'est pas un homme à agir dès que vous lui envoyez des propositions, il se met à donner des décisions. Mais nous avons confiance que beaucoup de nos suggestions ont été suivies par le chef de l'État lorsqu'on voit les différentes instructions qu'il donne au gouvernement, et que ce soit pour l'usage des langues officielles dans les services publics, que ce soit aujourd'hui pour le dialogue. Est-ce qu'on devrait en être encore donné des instructions justement pour l'usage de ces langues dans les services publics, par exemple, Samuel Fombos? Bon, moi je suis enseignant, il faut toujours répéter. La répétition est de mise. Quand il s'agit de faire intégrer, n'est-ce pas, une pratique, c'est tout à fait normal. Parce que, comme je l'ai dit, certains en viennent à penser que quand on parle du bilinguisme des deux langues officielles d'égale valeur, c'est juste quelque chose qu'on a écrit comme ça. Chacun à son niveau fait ce qu'il faut. Il faut de temps en temps rappeler que la loi fondamentale nous y oblige. Et nous l'avons vécu quand nous avons fait le tour aussi bien des services publics que des établissements parapublics. Lorsque nous entrions par exemple dans un immeuble, la première chose que nous regardions, c'est la plaque qui annonce le ministère en question. Et on a vu tel ministère en français en gros et tel autre ministre en petit. La première chose est, monsieur le ministre, est-ce que c'est l'égale valeur là que nous avons vu? Et si vous faites le tour aujourd'hui dans tous nos établissements publics et parapublics, vous verrez bien que quelque chose a changé. Et vous verrez bien lorsque vous entendez les ministres parler, vous verrez bien que chacun fait l'effort, n'est-ce pas, de dire un mot en anglais. De dire un mot en anglais. Donc, on a ça servi à quelque chose. Vous savez, les Fombozo, la question que le citoyen lambda se pose aujourd'hui, parfois, c'est qu'est-ce que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a fait jusqu'à ce jour pour essayer tout au moins de faire baisser un tout petit peu les tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? D'abord, la commission n'est pas un organe qui agit sur le terrain. Je vous ai dit que nous sommes un organe consultatif. Oui.
C'est un peu réducteur pour vous, non? Absolument, mais la loi est dure et c'est la loi. Pour le moment, vous auriez voulu avoir un peu plus de pouvoir que ça? Avoir un peu plus de pouvoir, c'est tout à fait normal, mais nous aurions souhaité effectivement contribuer davantage à la résolution du problème qui nous intéresse aujourd'hui. Et nous pensons que nous en avions, n'est-ce pas, les capacités. Et nous avons été très satisfaits de voir combien, n'est-ce pas, on nous disait, vous n'irez pas à Bamenda, on va vous chasser. Mais lorsque nous y sommes partis, il y a eu un engouement tel que tout le monde a parlé. Et nous-mêmes, nous étions les premiers surpris. Ils nous ont fait confiance. Ils ont fait confiance à la commission. Ils disent, ah tiens, ceux-là sont nouveaux. Parlons avec eux et puis on verra ce que ça va donner. Et pendant justement que vous êtes sur le terrain, et le Premier ministre, il y a quelques jours, d'ailleurs, quelques semaines, le chef du gouvernement qui a sillonné les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, sous ordre du président de la République, bien sûr, lui qui a fait savoir à Buea et à Bamenda, justement, que le chef de l'État et même le Cameroun étaient prêts à discuter de tout, sauf de la séparation du Cameroun. Mais quelques jours plus tard, il est, on va dire ainsi, désavoué un tout petit peu par le ministre de l'administration territoriale qui, sur une chaîne de télévision étrangère, dit le contraire pratiquement en faisant savoir qu'on discutera de tout sauf de la forme de l'État. Comment avez-vous accueilli ces propos du ministre pour la Tanganyika? Ben, je dois le dire avec honnêteté. C'est de façon regrettable que je l'ai accueilli parce que cela, pour moi, laissait voir encore qu'il y avait quelques réglages encore à faire au niveau de la discipline au sein du gouvernemental. Donc, je ne peux que regretter cela. Mais on dit souvent qui peut le plus, le moins. Je préfère m'en tenir, moi, à ce que le chef du gouvernement a dit. Ok. Et le chef du gouvernement, justement, qui annonce un dialogue. Qui annonce un dialogue inclusif. Que nous avons proposé, nous, au niveau de la commission, pour qu'il se tienne. Et si ça se tient, ça peut être une bonne chose. Maintenant, on dit, on ne discutera pas sur la forme sur la sécession. Non, le Premier ministre a bien dit qu'on peut discuter sur la forme de l'État. Oui. Mais il a dit pas sur la sécession. Sur la sécession. Je crois que c'est tout à fait normal. Mais ne pas discuter sur la sécession ne veut pas dire ne pas appeler sur la table de négociation ceux qui prônent la sécession. Il y a nuance, il faut que les gens comprennent. Parce qu'il faut justement qu'ils soient là pour qu'ils soient convaincus, eux aussi, n'est-ce pas, de la nécessité de ne pas diviser notre pays. Pensez-vous que Sisikou Ayoub Tabé pourrait être libéré, peut-être pour aller prendre part aux discussions, notamment le dialogue annoncé par le Premier ministre chef du gouvernement, Samuel Efombo? Je ne présume de rien, mais je crois que ce serait une bonne chose. Vous le souhaitez au sein de la commission? Non, je vous ai dit que je ne parle pas au nom de la commission. Je vous ai dit que ce serait une bonne chose parce que, comme je l'ai dit, même ceux qui prônent la sécession devraient, à mon sens, être invités sur la table des négociations. Sachant au départ qu'il n'y aura pas un débat sur ça. Mais qu'ils viennent et qu'ils nous expliquent pourquoi ils veulent la sécession. Et nous, on peut leur dire, les autres leur diront, non, nous ne pouvons pas parler. On propose peut-être le fédéralisme ou bien... pour le reste, c'est la forme de l'État. Donc, la grande majorité et le bon sens et la sagesse, n'est-ce pas, des Camerounais l'emporteront pour choisir, à mon sens, la meilleure forme de l'État. Je ne présume de rien. Ça pourra toujours être un État unitaire, un État unique. Ça pourra être également un État fédéral, mais le dialogue en décidera. Et en parlant du dialogue, justement, Samuel Efombozo, une question que l'on entend très souvent, c'est avec qui doit-on discuter? Vous êtes favorable justement pour qu'on discute même avec ceux qui prônent la sécession. Quel autre acteur justement pour ce dialogue
annoncé par le Premier ministre chef du gouvernement? Alors, il faudrait que, à mon sens, que ce soit l'occasion pour tout le monde de s'exprimer. C'est vrai, pour le moment, il y a le problème anglophone qui est le plus saillant, c'est vrai. Mais écoutez un peu tout ce qui se passe dans nos régions. Rappelez-vous tous ces mémorandas que nous lisons, qui viennent des autres religions. Du nord-ouest, du nord, du Grand Nord, du sud, de l'est et bien d'autres régions du Cameroun. Il me semble que ce sera le moment indiqué pour parler de tous ces problèmes. Parce que le malaise, ce n'est pas seulement le nord-ouest et le sud-ouest. C'est, au vu de ces différents mémorandas, c'est toutes les régions du Cameroun qui ont quelque chose, qui ont quelques recommandations. Vous envisagez une sorte de conférence nationale souveraine? Moi, je ne me limite pas aux mots, par exemple. Les mots, vous savez, le président de la République le disait, c'est une question de sémantique. Ça dépend de ce qu'on y met. Appelez ça conférence nationale, appelez ça table ronde, appelez ça dialogue. L'essentiel pour moi, c'est que les Camerounais, des frères et des sœurs, s'asseyent pour aplanir, n'est-ce pas, les malentendus qui existent entre eux. À partir du moment où on dit que cette instance, les propositions qui sortiront de là seront mises en application, je crois que peu importe le nom qu'on donne, pour moi, l'essentiel, c'est que la majorité, toutes les parties prenantes ayant participé, ayant fait des propositions et des décisions consensuelles ayant été prises, que ces décisions soient appliquées. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Le nom m'importe très peu. En attendant justement ce dialogue, Samuel Efouambozo, c'est la dernière question pour sortir de ce programme. Dans l'urgence, que doit-on faire pour arriver au moins à un cessez-le-feu dans ces deux régions où on continue de semer la mort? On l'a entendu il y a encore quelques jours, un petit enfant de 4 mois criblé de balles et également de personnes tuées, nos forces de défense et de sécurité abattues au quotidien. Que faut-il faire dans l'urgence pour au moins arriver à un cessez-le-feu dans ces deux régions? Alors, je crois que le problème est assez complexe. Lorsque vous parlez de tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, à partir même du jour, n'est-ce pas, de la célébration de la fête nationale, il faudrait que nous soyons conscients aussi que de plus en plus, ce problème a été instrumentalisé. Instrumentalisé par des gangs de gangsters, de bandits, de grands chemins qui instrumentalisent des jeunes Camerounais en mal de chômage, ainsi de suite, qui les droguent, et je le dis bien, j'insiste là-dessus, qui les droguent et qui viennent commettre des exactions, interroger le lendemain lorsque l'effet de la drogue est fini. Ils ne sont même pas conscients qu'ils sont descendus à Boya ou dans un village quelconque. Donc il faut faire très attention. Ces bandits de grand chemin, comme je les appelle, qui ont profité de l'existence d'un problème pour se faire des poches, évidemment, il faut les combattre avec la dernière énergie. Ça, il n'y a pas de tolérance à porter. Mais maintenant, lorsqu'on aura donc... parce que c'est là où la question que vous me posez devient très complexe et difficile. Parce que lorsque vous avez donc cette catégorie de gens qui n'obéissent, qui ne réclament ni le fédéralisme, ni la sécession, ni la centralisation, mais qui sont là pour arnaquer les gens, pour demander des rançons, à ce moment, comment on va faire? Il reste que la force publique arrive à mettre fin à ce grand banditisme. Et je crois que c'est très important. Il faut mettre fin à ce grand banditisme parce que la conséquence de ce grand banditisme, c'est que les populations ont peur. Ces populations qui auraient souhaité participer au dialogue ont même peur de venir au cas où le dialogue était lancé aujourd'hui. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont rentrer chez eux, ils seront tout de suite égorgés, pourchassés, pour avoir pris part au dialogue.
Donc, vous avez des gens qui prêchent l'anarchie, mais qui malheureusement aujourd'hui, c'est eux qu'on voit le plus. Alors je dis que l'urgence, c'est que toutes les parties prenantes prennent conscience de la nécessité d'entamer ce dialogue. Et chacun, en ce qui le concerne, doit faire pour mettre fin, n'est-ce pas, à ces équipes de gangsters, pour que la paix règne et pour que le dialogue puisse enfin se tenir. Est-ce que l'initiative du dialogue n'arrive pas justement tard? Un peu tard, on va dire ça comme ça. Après près de 1850 morts, des centaines de déplacés, de réfugiés et autres. Vous savez, il n'est jamais tard pour bien faire. Malheureusement, il y a des conséquences néfastes. Ces morts dont vous plaignez. Donc, je dis, il vaut mieux peut-être prendre aussi le temps de bien construire la situation avant de prendre les décisions qui s'imposent. Donc, et c'est le temps qu'on a pris pour le faire. C'est dommage, il y a eu malheureusement des morts, des citoyens qui sont morts, des militaires qui sont morts, des jeunes Camerounais qui sont morts, des femmes innocentes qui sont mortes, ainsi de suite. Nous ne pouvons que le déplorer. Et mon souhait serait justement que ces morts bêtes, ces morts inutiles, servent, n'est-ce pas, des déclics pour la prise de conscience à tous les niveaux, pour qu'enfin cesse ce désordre et qu'enfin nous puissions nous asseoir pour discuter de l'avenir du Cameroun. Voilà moi ce que je pense qui peut être fait dans l'immédiat. Merci Samuel Efouambozo d'être venu à cette émission Parole d'Homme. Tout à fait. Merci. Je vous remercie également. Je ne suis pas habitué des plateaux en politique. Je suis historien, je suis administrateur parlementaire, maintenant membre de la commission, je suis enseignant. Je me risque pas beaucoup sur les plateaux des discussions politiques. Merci en tout cas d'avoir accepté Mais d'être en venu. tant que citoyen, Oui. il était de mon devoir aussi de donner votre éclairage. mon petit point de vue Merci. sur la situation que nous connaissons malheureusement dans notre pays. Nous vous en remercions. Merci mesdames, messieurs d'avoir suivi cette édition. Vous pouvez nous regarder en replay sur notre compte YouTube www.canal2international.net. Bonsoir et à bientôt pour une nouvelle édition. Merci.